Je me présente, je suis Marc de Pomereau, je suis le secrétaire général du club francophone du risque et je suis très heureux d'ouvrir cette troisième session que l'on appellera La ligne est à vous. Le club franco-risque a décidé depuis quelques mois de donner la parole à nos partenaires, ces partenaires qui nous soutiennent, grâce auxquels nous pouvons avancer dans la progression du développement du risk management en francophonie. Et donc, c'est grâce à ces partenaires que ce club se développe, prend de l'importance. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 followers, comme on dit dans une langue francophone arrangée. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir, par ce biais, contribuer à ces missions que nous nous sommes données, qui, je le rappelle, sont de 3 niveaux. La première, c'est celle qu'on appelle information ou appui. Alors l'information, voilà, c'est ça, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un webinaire spécialement organisé et mené par un de nos partenaires. Aujourd'hui, c'est HDI, que je vais présenter dans quelques secondes. Mais c'est aussi appui aux associations qui sont nées ou qui vont naître dans cet espace francophone. Je parle en particulier du Maroc ou de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, dans la semaine prochaine, l'association ivoirienne du risk management va organiser 2 jours à Abidjan. Et donc, je vous invite à y aller ou à participer si vous pouvez y aller. 2 jours, le 24 et le 25 novembre à Abidjan. 2 jours de réflexion sur le risque management. Donc ça, c'est la mission d'information du club francophone du risque. Une autre mission, c'est la formation. Donc aujourd'hui, le club francophone du risque est en mesure de proposer des sessions de formation sur les fondamentaux du risque management, mais aussi sur des sujets particuliers. Et celui que l'on va traiter aujourd'hui avec nos amis de HDI, c'est un thème qui peut être développé et faire l'objet d'une formation particulière sur les problématiques de la construction de la TRC et des polices de montage-essai. Troisième axe, troisième important sujet pour le développement du risk management dans la zone francophone, c'est le conseil. Donc aujourd'hui, le club francophone du risque est en mesure de proposer des activités ou des missions de conseil. Ces missions de conseil pour répondre à des besoins d'investisseurs ou des besoins d'entreprises sur l'organisation du risk management ou la gestion des assurances. Il ne s'agit pas de prendre la place des cabinets spécialisés, il s'agit de dire que nous sommes au sein de cette association des personnes d'expérience avec une forte compétence et qui cherche à faire partager son expérience. Donc nous sommes prêts à apporter aussi un conseil ponctuellement avec les personnes qui sont dans cette équipe qui constitue aujourd'hui ce club francophone du risque, des personnes d'expérience, voilà, et qui ne chercheront pas nécessairement à passer des heures, mais qui chercheront à aller à l'essentiel pour vous aider éventuellement dans un investissement ou dans un projet particulier. Voilà, ce sont les 3 missions du club francophone de risk management qui se développent de plus en plus. Je vous invite à suivre le club sur son site et à participer aux différents événements qui peuvent avoir lieu dans les prochains temps, notamment Allô, allô, voilà, il y a eu une interférence téléphonique. Donc voilà, donc je vous invite à suivre le club, mais sans tarder, je voudrais surtout maintenant donner la parole à nos amis d'HDI, donc que je vais présenter très rapidement, puisque
les laisserai se présenter. C'est bien l'objet de cette session. Donc, le directeur des risques techniques et de la construction, Idriss Belayazid, qui est à gauche de l'écran, celui qui a le plus de cheveux et le moins de barbe, si l'on veut. Donc Idriss, avec qui moi j'ai travaillé depuis de nombreuses années et qui est un vrai professionnel et qui connaît bien l'Afrique et qui connaît bien le Maroc. Voilà. Donc Idriss est le directeur des risques techniques et de la construction. Et avec lui, Pierre-Yves Amtas, que j'ai connu aussi dans ma vie professionnelle et qui était expert, qui connaît particulièrement les problèmes de la construction des machines et de tout ce qui peut avoir lié très à cette problématique donc, de montage-essai en particulier. Donc Pierre-Yves est donc maintenant souscripteur risque technique chez HDI, France, bien entendu, et il est là depuis 2018, et donc c'est lui qui va entrer dans le détail de ce qui va vous être présenté. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole. Je vous laisse la parole. Et l'organisation de ce webinaire, c'est que la ligne est complètement à la main de nos amis d'HDI, que dans 3/4 d'heure, en gros, on prendra le temps de répondre à vos questions. Et donc, on devrait terminer vers 12h15, 12h30, heure française. Merci, à vous la parole. Merci Marc, merci au Club Franco-Risque. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de pouvoir présenter aujourd'hui donc une thématique qui a trait donc à tout ce qui est tout risque chantier, tout risque montage essai, et aussi la deuxième thématique, elle est comment décliner ces garanties à l'international. Donc pour ce faire, je pense qu'on peut lancer la présentation. Voilà. Donc la présentation est structurée. Il y a une brève présentation d'HDI. On va donc après parler des garanties tout risque chantier, tout risque montage essai, leur intérêt pour les maîtres d'ouvrage, leur intérêt pour les entreprises de construction et toutes les parties prenantes à la construction, au montage, aux essais des actifs, qu'ils soient industriels, tertiaires ou autres. Et puis, on va effectivement parler de la déclinaison de ces garanties dans un cadre international. Pour ce faire, donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné de Pierre-Yves, qui a une expérience avérée dans l'industrie et dans la pratique de la tourisme chantier et de la tourisme montage essai, y compris à l'international et en particulier dans des pays, que ce soit les pays du Maghreb, les pays de la zone CIMA, entre autres. Voilà, donc une brève présentation de l'équipe. Je pense que au-delà de l'aspect, je dirais, curriculum vitae, le principal point marquant chez HDI, c'est qu'on reste. HDI a été créé, c'est une mutuelle de l'industrie allemande, et on est très attaché à cet aspect très pratique. Et vous pourrez voir au fil des éléments de carrière qui sont donnés que tous les membres de l'équipe ont une expérience, je dirais, dans l'industrie, dans la construction, dans l'expertise. Avant d'être assureurs, ils ont été assurés, ils ont été industriels, ils ont été experts. C'est très important de notre point de vue dans la compréhension des besoins et dans la capacité à les décliner. Notre métier, c'est toujours un métier de compromis. Il faut bien comprendre les contraintes et les intérêts de toutes les parties prenantes pour être capable de proposer des solutions qui soient pérennes, qui soient solides et qui répondent aux besoins. Voilà, donc je vais passer la parole à Pierre-Yves. Juste après, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Viviane, voilà. Donc, je passe la parole à Pierre-Yves qui va donc vous présenter les fondamentaux et les subtilités de ces garanties. Excusez-moi, je reprends la parole 2 secondes parce que comme tu viens, Idriss, de demander à Viviane de passer au slide suivant, je profite de l'occasion pour rappeler que
le club francophone du risque, maintenant, depuis quelques mois, un délégué général en la personne de Viviane Labonne, qui se cache derrière l'écran, mais qui suit. Et donc, c'est elle qui est l'interlocuteur auquel il faut vous adresser si vous avez des besoins particuliers avec le club. Voilà, j'ai fait cette petite introduction. Donc, merci Marc. Merci. D'ailleurs, on va corriger, ce n'est pas le slide, c'est la diapositive. La diapositive. Alors, on va rester strictement francophone. Merci. Bien, merci Idriss, merci Viviane, merci Marc. Bonjour à tous. Donc, je vais avoir le plaisir effectivement de présenter les slides suivantes sur les aspects fondamentaux des garanties tout risque chantier, tout risque montage essai. Comme le soulignait Marc, j'ai plaisir à exercer cette activité depuis 2018 chez HDI et j'ai d'autant plus plaisir que c'est une matière extrêmement riche dans laquelle plus on approfondit un sujet, plus on mesure l'étendue de ce qui reste à apprendre. Et c'est la certitude de ne jamais s'ennuyer. Donc j'espère, à travers les diapositives suivantes, l'idée est bien évidemment pas aujourd'hui de décliner une encyclopédie définitive de la tout risque chantier et de la tout risque montage essai, mais bien au contraire, d'essayer de dresser un panorama le plus large possible des grands principes qui sous-tendent un peu ce type de garantie, sachant qu'il y aura effectivement l'espace après pour des questions-réponses qui permettront, en fonction de développer telle ou telle thématique en particulier, si vous le souhaitez. Alors, on se propose déjà pour commencer de répondre peut-être à une question fondamentale qui est le pourquoi de la garantie tout risque chantier, tout risque montage essai, et quel est l'intérêt de considérer ce type de contrat d'assurance. L'intérêt, il est double. Quand on considère une opération de construction, en premier lieu pour les intervenants à l'acte de construire, donc pour les constructeurs et les entrepreneurs, et c'est directement lié à des dispositions légales telles qu'elles existent dans le Code civil en France à travers l'article 1788, mais qui a des déclinaisons équivalentes dans de nombreux pays et qui implique que le constructeur est responsable de son ouvrage jusqu'à la réception et qu'en cas de perte avant réception, c'est bien lui qui en supporte les conséquences. Donc ça, c'est le premier point, l'aspect garantie pour l'entrepreneur, pour le constructeur. Le deuxième aspect fondamental, et il est pour le maître d'ouvrage, on le voit tout de suite quand on pense à la multiplicité des intervenants sur une opération de construction, quelle qu'elle soit. On imagine très bien les difficultés en cas de sinistre. Si le maître d'ouvrage doit s'en remettre aux expertises diligentées par chaque intervenant individuellement, on mesure très bien les délais associés et c'est quelque part la conséquence inévitable que le chantier soit arrêté le temps que les expertises soient menées et que les recours éventuels soient, le cas échéant, purgés. Donc pour le maître d'ouvrage, l'intérêt est évident d'avoir une garantie qui va englober l'opération complète pour l'ensemble des intervenants et permettre en cas de sinistre une instruction commune pour l'ensemble des parties. Voilà. Ce que l'on peut dire en guise d'introduction sur la garantie TRC-TRM. On va passer dans les slides suivantes un peu plus dans le détail et sur l'articulation de ces types de garanties. On peut commencer par une première caractéristique fondamentale de ces contrats qui structure quelque part l'ensemble derrière des éléments qui en découlent, qui est le fait que ce soit une garantie de tout risque chantier ou tout risque montage essai, et on verra par la suite la nuance entre les deux. Ce sont des garanties qui sont fondamentalement attachées à une opération de construction. Donc, quand on dit attaché à une opération de construction, à la fois sur le plan spatial, donc sur le site de l'opération, et à la fois sur le plan temporel, donc c'est-à-dire pour la durée du chantier. Alors la slide, la diapositive ici
Elle permet aussi de souligner un point important qui est que dans le paysage des outils à la disposition des maîtres d'ouvrage et des entreprises pour aborder les risques liés à un projet de construction, la TRC, TRME, ce ne sont pas des blocs isolés. On intervient dans une chaîne logique d'outils d'assurance, avec notamment des interfaces avec les polices transport, puisqu'on verra par la suite, la garantie tout risque montage essai notamment prend effet généralement à la livraison des premiers équipements sur site. Donc il y a des interfaces à gérer de ce côté-là. Et de l'autre côté, au moment de la réception, on a bien évidemment la gestion des interfaces avec l'ensemble des polices exploitation. Donc on est vraiment sur une logique d'ensemble dans laquelle viennent s'insérer ces deux garanties. Un point complémentaire, quand on parle de contrat, donc de garantie attachée à un chantier, ça va être très structurant immédiatement sur la typologie de contrat, puisqu'on va avoir d'un côté des contrats ponctuels, donc qui sont mis en place pour une opération en particulier, qui vont être souscrits pour la durée de l'opération. Donc ça peut être dans certains cas des contrats de 5, 6, voire plus d'années. Et donc c'est une première déclinaison qui est une caractéristique vraiment particulière de la tout risque chantier, tout risque montage essai, qu'on peut néanmoins aborder également dans le cadre de programmes intégrés, donc de contrats annuels, dans lesquels on va être amené à couvrir un ensemble d'opérations avec des caractéristiques prédéfinies, dans un cadre un peu plus automatisé, tout en gardant bien en tête que même dans cette logique de contrat annuel couvrant un ensemble d'opérations, la garantie reste bien attachée à chaque fois à un chantier et à une durée d'opération. Pour poursuivre donc sur la planche suivante, je pense qu'il est important aussi de bien avoir en tête un point un peu sémantique, mais qui a son importance également en termes de garantie sur la distinction que l'on fait quand on parle de tout risque chantier ou de tout risque montage essai. La tout risque chantier, on va plutôt s'intéresser à des opérations de construction à proprement parler, c'est-à-dire soit des travaux de bâtiment ou de génie civil, le génie civil pouvant être décliné en des typologies d'ouvrages très diverses, hein. Ça peut être des routes, des ponts, des tunnels, comme c'est repris sur la planche. Tandis qu'en TRME, on va plutôt effectivement adresser l'aspect montage proprement dit, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à de l'installation du montage et de la mise en service d'équipements industriels. Donc ça peut être dans le cadre de l'activité de production, ça peut être de la production et distribution d'énergie. De la même façon, les secteurs d'activité visés sont extrêmement larges. Alors, ça implique un point un peu fondamental également en termes de garantie, surtout dans l'aspect mise en œuvre. C'est ce qui est rappelé dans le cadre vert. C'est-à-dire que sur une tout risque chantier, donc plutôt une opération de construction, la mise en œuvre, les matériaux vont être livrés sur site, mais la mise en œuvre proprement dite, elle est en grande partie effectuée sur le site de construction. Tandis qu'en tout risque montage, le site de construction devient finalement plutôt un site d'assemblage. La plus grande partie de la fabrication étant réalisée hors site. Donc ça a des impacts assez immédiats, notamment en termes de contractualisation vis-à-vis des fournisseurs. Voilà. Après, évidemment, sur une opération complexe comme la construction d'une usine, on va avoir bien évidemment la déclinaison des deux volets, donc une partie de construction pour le bâtiment et une partie montage-essai pour les installations de production. Dans ces cas-là, l'usage est bien d'adresser ces deux volets dans une police commune unique, qu'on appellera, alors dans certains cas, TRC-ME, mais qui reste bien dans l'esprit de ces deux garanties. Et donc, il est extrêmement rare, et ça reste vraiment des cas très exceptionnels, quand on est une opération combinée complexe, de couvrir séparément le bâtiment et le montage des équipements, puisque la logique, c'est bien d'avoir une garantie qui englobe l'ensemble des intervenants pour une opération donnée, de sa mise en œuvre jusqu'à sa réception.
voilà ce qu'on peut poser également comme principe de base et un petit peu en termes de vocabulaire. On va rentrer maintenant vraiment dans le détail des garanties. Une fois posés ces principes généraux, là, on a vu qu'en trois planches, on a déjà les grandes lignes et quelques grands principes qui sous-tendent les tout risque chantier, tout risque montage essai. On peut passer ensuite sur la présentation, l'articulation un peu classique d'un contrat TRC ou TRME, dans lequel on va retrouver de façon un peu systématique trois sections qu'on va détailler par la suite, bien évidemment. Le cœur vraiment du contrat, c'est la section 1, donc c'est la partie dommages aux ouvrages, au sens dommages aux ouvrages neufs en cours de construction. On peut avoir, dans certains cas, notamment quand on intervient sur un site existant ou sur des ouvrages existants, donc c'était des ouvrages appartenant au maître d'ouvrage et déjà en place avant le commencement des travaux, une extension de garantie dommages aux biens existants qui sera, selon les cas, soit intégrée dans la section dommages aux ouvrages, la première section, soit dans certains cas qui peut faire l'objet d'une section à proprement parler. Mais voilà, donc on touche là vraiment au cœur de la garantie TRC, TRME. Et ensuite, on a deux autres sections, donc deux volets de garantie qui sont la responsabilité civile et la perte d'exploitation anticipée, dont la souscription peut ne pas être systématique, dont l'intérêt dépendra bien évidemment des caractéristiques de l'opération et des intérêts du maître d'ouvrage dans la typologie de garantie à souscrire et de risque à assurer. Mais on y reviendra néanmoins parce que ce sont des outils intéressants également dans la gestion d'un projet complexe et qui viennent compléter, on le verra, sur des aspects assez fondamentaux aussi, la garantie dommages aux ouvrages. On peut rentrer un peu voilà, dans le détail de l'articulation temporelle de ces garanties. Comme je le disais en introduction, la garantie tout risque chantier, tout risque montage essai est bien associée à une opération de construction pour la durée d'un chantier. Et quand on parle opération de construction, donc on va s'intéresser à ce qui se passe à partir du démarrage des travaux. Donc le démarrage des travaux, en général, on va considérer les toutes premières interventions sur site. Si c'est de la construction, ça va être le début des opérations de terrassement. Si c'est du montage essai, la première livraison des équipements sur le site de construction, de montage, c'est en général le jalon voilà, qui déclenche la garantie tout risque chantier, tout risque montage essai, dont l'objectif est d'être active jusqu'à la réception, donc qu'elle soit avec ou sans réserve, dans le but de couvrir donc, cette opération complète. Et j'insiste sur ce point parce que quand on parlera donc, des garanties, notamment sur les volets responsabilité civile et perte d'exploitation anticipée, ce sont des garanties qui sont également bien attachées à la durée et au chantier, donc à l'opération considérée, et c'est un point absolument fondamental également. Je vais profiter de cette diapositive pour faire un arrêt également sur la garantie de maintenance, qui est une composante fondamentale également des tout risque chantier, tout risque montage essai. La garantie maintenance, elle est destinée à donner un outil au maître d'ouvrage pour gérer les problématiques qui peuvent se poser après réception dans le cadre où on aurait des sinistres ou des dommages trouvant une origine dans l'opération de construction, de montage. Elle n'a pas vocation à se substituer aux garanties des constructeurs, bien évidemment, mais elle vient les compléter, notamment en cas de refus de garantie ou de défaillance d'un entrepreneur.
qui aurait pour conséquence encore une fois, pour le maître d'ouvrage, d'avoir une installation arrêtée sans possibilité évidente de la remettre en service. La garantie, elle est généralement d'une durée de 12 mois ou de 24 mois, c'est l'usage. C'est aligné évidemment sur les schémas légaux et contractuels de garantie donnés par les entreprises et les constructeurs. Voilà ce qu'on peut dire en termes de temporalité. Évidemment, il y a beaucoup d'aspects qui y sont liés, mais ça permet de poser les grandes lignes et l'articulation dans le temps des différentes garanties. On peut passer à la diapositive suivante, sur laquelle on va faire un point rapide au niveau des intervenants à l'acte de construire. Pour les personnes qui ont déjà géré du projet, c'est un schéma qui est bien évidemment connu, classique, mais qui permet d'illustrer ce qu'on va adresser par la suite sur la multiplicité des intervenants et des liens contractuels qui existent sur un chantier. Donc, quand on regarde les grands ensembles sur le plan contractuel, on va retrouver bien évidemment le maître d'ouvrage au centre de l'opération, avec ses architectes, bureaux d'études techniques, bureaux de contrôle. On va retrouver les investisseurs, les parties financières. On va retrouver les entreprises, constructeurs, avec leurs sous-traitants, le cas échéant, et les fournisseurs de matériaux et équipements qui peuvent ou non être amenés à intervenir sur site selon les cas. Et ça permet, quand on voit ce schéma, d'illustrer vraiment, encore une fois, la complexité contractuelle d'une opération de construction et la façon dont on va devoir l'appréhender en termes de garantie et de couverture sur les différents volets du contrat TRC-TRM. Donc de cette planche découle directement la suivante, sur laquelle on va reprendre également les principes un peu fondamentaux sur les parties assurées au contrat. Donc on peut passer à la diapositive suivante, qui est quelque part une déclinaison de la précédente, dans la mesure où ce qu'on va retrouver ici, c'est l'aspect fondamental de la garantie TRC-TRM pure, destinée à couvrir l'ensemble des intervenants. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes intervenant directement sur le chantier vont avoir la qualité d'assurer au titre de la section 1 de la police TRC-TRME. C'est bien l'objectif, c'est l'objet même du contrat. En cas de sinistre, on couvre l'ensemble des intervenants. On verra pour la garantie, les garanties responsabilité civile et perte d'exploitation anticipée, que ça peut se décliner de différentes manières. Le principe fondamental sur ces deux garanties est que l'assuré est le maître d'ouvrage. Sur la garantie responsabilité civile, notamment, on peut avoir des déclinaisons sur lesquelles on reviendra par la suite. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail à ce niveau-là des différentes parties assurées. On y reviendra notamment sur le volet RC. Il y a une planche qui est dédiée au sujet. On peut poursuivre sur le principe de calcul de l'assiette de prime. En fait, qu'est-ce qui constitue la somme assurée au titre d'un contrat TRC-TRME, puisque c'est effectivement l'un des points fondamentaux également. La somme assurée au titre du contrat, c'est le coût total de la construction, c'est-à-dire tout ce qui va faire partie, in fine, de l'ouvrage, y compris les études techniques, y compris les travaux préparatoires du site. A contrario, ne sont pas inclus dans l'assiette
prises en compte au titre de la garantie TRC-TRME, les coûts d'acquisition des terrains, les coûts associés aux investissements financiers qui ne rentrent pas en général dans le calcul de l'assiette prise en compte au niveau de la somme assurée. Ce qu'on peut rappeler et qui est par contre fondamental, c'est que le principe d'application de la règle proportionnelle de capitaux notamment est conservé, avec une petite nuance néanmoins liée au fait que quand on souscrit une police TRC ou TRME, on déclare à la souscription un montant prévisionnel de travaux. Et on sait très bien par expérience qu'un montant définitif de l'opération en fin de travaux est rarement aligné à l'euro près ou au centime près sur le budget initialement prévu. Donc, cet aspect évolution possible du budget de travaux en cours de chantier, il va falloir malgré tout l'intégrer, si bien qu'on déroge généralement à cette règle dans le sens où il y a deux mécanismes essentiels prévus au contrat. Le premier, c'est l'ajustement des capitaux en fin de chantier avec mécanisme de régularisation, c'est-à-dire qu'on va déclarer le montant définitif de l'opération avec ajustement de la prime sur ce montant définitif. Et le deuxième principe fondamental est la notion d'éventuel qui va permettre de définir une marge de tolérance en deçà de laquelle l'assureur peut dire si le budget de travaux n'évolue pas au-delà de ce seuil, je peux continuer à couvrir l'opération dans les termes et conditions préalablement définis. Et ce seuil, il est généralement fixé autour de 10 ou 15%. C'est le niveau appliqué en règle générale. Voilà. On peut passer sur le principe indemnitaire qui en découle quelque part pour dire que les taux risques chantier, taux risque montage d'essai sont des polices de dommages tout sauf, comme leur nom l'indique. Le point principal ici, c'est que le principe indemnitaire est respecté. L'objet du contrat est bien de rétablir l'assuré dans la situation dans laquelle il se trouvait avant sinistre, et donc l'opération assurée dans l'état dans lequel elle se trouvait avant sinistre. C'est le principe indemnitaire, c'est le principe fondamental qui reste applicable également dans ce cadre. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais on pourra y revenir au moment des questions si besoin. On a associé à la garantie de dommages un ensemble d'extensions de garantie de façon un peu classique qui vont permettre de couvrir les frais associés à la gestion et à la réparation d'un sinistre. Donc, typiquement, ça va être tout ce qui est frais de déblai, frais d'expertise, les frais de douane. Donc, il y a un ensemble d'outils qui permettent de compléter la gestion et l'instruction du sinistre de manière à avoir une approche globale de façon un peu classique. Je voudrais surtout ici insister sur un point qui est particulier à la notion de construction ou de montage. La garantie tout risque chantier ou tout risque montage essai n'a jamais vocation à couvrir les frais d'amélioration ou de modification d'une conception suite à un sinistre. Et j'insiste sur ce point parce que c'est effectivement un point qui est systématiquement exclu des contrats. Alors, avec différents niveaux, on pourra y revenir aussi sur des clauses un peu standardisées sur le marché qui vont de l'exclusion pure et simple des sinistres ayant pour origine un défaut de conception à une garantie des conséquences d'un sinistre ayant pour origine un défaut de conception, tout en gardant néanmoins l'exclusion des frais strictement liés à la réétude et à l'amélioration de l'ouvrage. Voilà, donc j'insiste là-dessus parce que c'est un point effectivement important. Et une fois qu'on a posé ces principes, on a un panorama déjà assez
complet de la garantie dommages, donc de la section dommages aux ouvrages en cours de travaux, la garantie de la section 1 de la police tout risque chantier, tout risque montage essai. Ce qu'on propose dans les planches qui suivent, c'est de décliner les garanties de responsabilité civile et de perte d'exploitation qui y sont associées, parce que, encore une fois, comme on le disait en préambule, ce sont des outils intéressants pour le maître d'ouvrage notamment. Donc, si on s'arrête sur la garantie responsabilité civile, donc, qui était la planche juste après, voilà, qui fait l'objet de la section 2 selon la trame un peu standard des contrats d'assurance. L'objet principal de cette garantie est de couvrir le maître d'ouvrage pour les dommages causés aux tiers du fait de l'opération de construction. L'exemple classique, c'est la construction d'un immeuble qui va endommager l'immeuble voisin parce qu'on a affaibli les fondations ou pour quelque cause que ce soit. Le voisin, le propriétaire de l'immeuble voisin, en général, il ne va pas aller chercher qui est exactement responsable sur le chantier, quelle est l'entreprise qui a causé le dommage. Lui, il voit une opération de construction avec un maître d'ouvrage, il va chercher le maître d'ouvrage. Et donc, c'est bien l'objet de cette garantie de responsabilité civile de couvrir les réclamations des tiers pour des événements qui surviennent sur le chantier pendant la durée des travaux et du fait de l'opération de construction. Donc, j'insiste encore une fois sur le fait que cette garantie de responsabilité civile, elle est bien attachée au chantier et à l'opération considérée. Quand on a balayé tout à l'heure la liste des intervenants et des assurés, on a vu qu'on avait la RC entre parenthèses. C'est lié au fait que, effectivement, de base, sur le principe, l'assuré est le maître d'ouvrage. On peut avoir intérêt, notamment sur des opérations qui se font en site ouvert, avec de nombreux intervenants, à étendre cette garantie aux différents intervenants à la construction. Et on verra que ça a des implications, notamment en termes de recours, puisque à partir du moment où les intervenants sont assurés au titre de cette garantie et responsabilité civile, ils ne sont plus considérés comme des tiers au titre du contrat. Donc ça a un certain nombre d'implications, effectivement, en termes de gestion des sinistres et des schémas de recours qui peuvent vite devenir assez complexes. Un dernier point pour mentionner la garantie responsabilité civile croisée que l'on voit parfois. Elle est destinée à l'origine surtout à adresser les dommages corporels en cours de chantier. Le principe étant de cette garantie croisée de considérer les intervenants à la construction comme des tiers entre eux, comme s'ils avaient chacun souscrit individuellement cette garantie de responsabilité civile pour l'opération. On pourra y revenir aussi parce que c'est des mécanismes un peu complexes. Il y a beaucoup de subtilités derrière, notamment au niveau de la gestion des recours. Pour terminer sur le panorama d'ensemble des garanties associées à la tout risque chantier, tout risque montage essai, on peut terminer par la perte d'exploitation anticipée. Quand on construit une usine, quand on construit un bâtiment, l'objectif derrière, c'est bien évidemment d'en tirer un revenu. Et ce revenu, on peut décider de l'assurer par anticipation. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une garantie qui reste bien attachée à l'opération de construction, dont l'objectif est de couvrir les pertes de revenus liés à un sinistre survenant en cours de chantier et qui retarderait la mise en service de l'ouvrage. C'est un point absolument fondamental de cette garantie, lié au fait qu'on raisonne par anticipation. Alors, on connaît la garantie de perte d'exploitation d'un contrat de dommage, qu'on va pouvoir dimensionner de façon classique par analyse des comptes de résultats
sur plusieurs exercices. Donc, on a une antériorité qui permet d'avoir une approche relativement fine de l'exposition à courir en termes de perte d'exploitation, avec éventuellement une tendance qu'on peut calculer. Ici, on raisonne par anticipation, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des comptes de résultats prévisionnels pour calculer la marge brute annuelle que le maître d'ouvrage attend de l'exploitation après la mise en service de l'ouvrage. On peut passer à la slide suivante pour illustrer un petit peu le mécanisme. Alors, j'adore ce graphique parce qu'il est extrêmement ingrat à présenter. Néanmoins, il illustre assez bien ce qui se passe au niveau de la garantie de perte d'exploitation anticipée. Donc, ce qu'on représente ici, c'est une courbe de progression tout simplement d'un chantier, alors très schématisée, puisqu'ici, on a une représentation parfaitement linéaire. Donc, on représente l'avancement dans le temps du chantier. Et puis, quand on est au stade de la prévision avant travaux, on définit à partir de là une date de réception prévisionnelle. En cas de sinistre intervenant en cours de travaux, on se doute bien qu'il y a généralement un impact assez immédiat sur la progression du chantier. Donc, c'est les traits bleus en horizontal qui ressortent sur le schéma et qui vont avoir pour conséquence, dans certains cas, s'il n'y a pas de possibilité de rattrapage, de décaler la date de réception de l'ouvrage. Donc, la garantie de perte d'exploitation anticipée va permettre de couvrir, moyennant l'application d'une franchise ou d'une période de carence, la marge brute annuelle pendant la période de retard imputable à un sinistre survenant en cours de chantier. Un point, donc même 2 points essentiels de cette garantie, c'est premièrement qu'il faut avoir analysé au démarrage les comptes de résultats prévisionnels pour avoir une idée de la marge brute prévue après mise en service de l'ouvrage. Donc, on raisonne encore une fois par anticipation. Le deuxième aspect fondamental, c'est que ça suppose d'avoir un suivi fin du planning de travaux pour être en mesure d'identifier au fil de l'eau les retards accumulés. Et le troisième point, c'est que l'indemnité, le cas échéant, elle est versée après la réception du chantier, donc en fin de travaux, puisqu'il faut, pour pouvoir indemniser, avoir fait le point de l'ensemble des retards et identifier les retards imputables au sinistre, des retards liés à des causes externes, comme on peut en avoir aussi de façon classique sur tout chantier. Voilà, j'ai terminé pour ce qui est du panorama des garanties disponibles au niveau d'une tout risque chantier, tout risque montage essai, encore une fois, en essayant de s'attacher aux principes fondamentaux qui articulent un petit peu la mise en place de ces garanties. Maintenant, ce qu'on voudrait présenter également, c'est l'aspect un petit peu opérationnel, c'est-à-dire ces contrats, comment on les décline, notamment à l'international, et quelles conséquences les spécificités de ces contrats vont avoir dans la mise en place des garanties, notamment à l'international. Voilà, donc on peut passer au point suivant. Donc, quand on parle d'international, on parle bien effectivement monde entier. Et c'est un point sur lequel il est utile d'assister parce que c'est quelque part vraiment notre quotidien. Là, on a passé les grands principes de ces garanties. Dans la pratique, effectivement, on est amené au quotidien à considérer des projets de construction un peu partout dans le monde. Et donc, il faut, dans ce cadre-là, adresser la mise en place de ces garanties. Donc, HDI est présent dans plus de 150 pays avec soit une représentation par des bureaux en propre, soit par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires. On a, dans ce cadre-là, plusieurs spécificités liées à la mise en place
de police tout risque chantier, tout risque montage essai, qui est relié à ce qu'on disait en préambule sur le fait qu'on peut avoir soit des contrats ponctuels liés à une opération en particulier, soit des programmes intégrés dans lesquels on couvre tout un ensemble d'opérations. Ce qui veut dire qu'une police tout risque chantier ou tout risque montage essai, on pourra la décliner soit par le biais d'une police locale ponctuelle, avec un schéma de réassurance qui dépendra notamment des dispositions en vigueur dans le pays considéré, soit on peut l'envisager par un placement dans le cadre d'un programme intégré, par le biais d'un programme international comme on le connaît par ailleurs, avec une police master et des polices locales intégrées et réassurées par le contrat master. On peut passer rapidement sur les planches suivantes pour voilà, simplement quelques chiffres sans rentrer en détail pour dire que on gère en moyenne 4500 programmes dans le monde. Donc, c'est encore une fois ce qu'on vit au quotidien. Hein, c'est pas, quand on parle de placement international, ce n'est pas une vue d'esprit et ça correspond à un vrai besoin des entreprises et d'une activité à l'international. Ce que je voudrais simplement mentionner pour conclure sur les 2 slides suivantes, pour rester dans le cadre des caractéristiques propres au contrat tout risque chantier, tout risque montage essai, simplement pour dire que quand on met en place ce type de garantie, il faut prendre en compte 2 aspects très essentiels. Le premier, comme on a vu sur les planches précédentes, on est sur des contrats qui sont attachés à une opération en particulier. Et donc, le contrat va être vraiment le reflet de ce qu'est cette opération de construction, ce chantier. Ce qui fait qu'en termes d'analyse, on va être amené à s'intéresser à une quantité d'informations assez importante en amont de la souscription. Donc, c'est un point important parce qu'en termes d'études, ça nécessite déjà d'avoir de l'information en amont, de pouvoir l'analyser et à partir de là, d'en tirer un contrat qui est un contrat sur mesure pour l'opération considérée. Le deuxième point qui est fondamental dans la mise en place de cette garantie, c'est la gestion du temps. Parce qu'on est, encore une fois, sur des contrats ponctuels associés à une opération, par opposition à des contrats annuels dont on peut avoir la visibilité sur les échéances. Et quand on parle d'une opération de construction et de son placement au niveau de l'assurance TRC-TRME, un des sujets auxquels un des sujets qu'on est amené à gérer de façon systématique, c'est le temps. Et la gestion du temps est vraiment un sujet parce que pour anticiper, il faut adresser le projet le plus en amont possible. Malheureusement, en amont, on n'a pas forcément toujours une définition figée et cadrée et définitive de ce que sera le projet. Ce qui implique soit de faire un certain nombre d'hypothèses, soit de se laisser le temps de l'analyse jusqu'à ce que les paramètres fondamentaux du projet, les caractéristiques principales du projet soient figées. À l'inverse, si on attend le dernier moment pour être certain qu'on ait tout défini au niveau design, que les entreprises soient sélectionnées, que le schéma contractuel soit finalisé complet, on court un peu après les trains puisque on arrive souvent après la bataille, l'opération a commencé et il faut mettre en place les garanties, ce qui, notamment quand on est en cash before cover, pour ne citer qu'un exemple, peut conduire à quelques sueurs froides et séances de travail en urgence. Donc, voilà, cet aspect gestion du temps, je me permets d'insister dessus parce que c'est un point essentiel dans la gestion de ce type de placement. Et pour terminer donc, sur la dernière
sur la dernière planche. Voilà, on rappelle un schéma classique de coordination internationale sur la mise en place d'un programme avec une déclinaison en police locale, où on retrouve les intervenants vraiment au cœur du processus, à la fois côté client, côté courtier et côté assureur. Ce schéma illustre parfaitement la nécessité d'une excellente coordination entre les différents acteurs et aux différents niveaux, ce qui découle directement du point précédent, à la fois sur la quantité d'informations à traiter en amont de la souscription d'un contrat et à la fois sur la gestion du timing associé à ce type de placement. Voilà ce que je voulais dire un petit peu pour conclure la présentation que on a pris beaucoup de plaisir à préparer ensemble et dont on espère qu'elle aura suscité de l'intérêt et des questions. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Idriss, en forme de conclusion par rapport à ça. Merci Pierre-Yves. Merci à toutes et à toutes pour l'attention. C'est très dur de conclure sur un sujet aussi vaste et riche que d'abord les garanties tout risque chantier et tout risque montage essai et l'immense joie d'avoir à gérer les réglementations, les normes et les législations dès lors qu'on les décline sur des pays étrangers. On espère en tout cas que ça vous a non seulement intéressé, mais que ça va, comme l'a présenté Marc en introduction, que ça peut aussi susciter, je dirais, des groupes de réflexion sur une thématique qui est en constante évolution, du fait de l'évolution des techniques de construction, des techniques, on parle de montage-essai, donc on court toujours après les évolutions technologiques, et puis on court aussi, ou on subit aussi toutes les évolutions en termes réglementaires, en termes normatifs, et puis je dirais aussi en termes de géopolitique, parce que c'est des problématiques auxquelles on est confronté au quotidien. Voilà ce que je voudrais dire. En tout cas, merci. Je pense que maintenant l'heure est venue aux questions-réponses. Avant de passer aux questions-réponses, on a des questions qui apparaissent à l'écran. Si on était dans une salle, je crois qu'on entendrait crépiter les applaudissements. Parce que cette présentation, elle était parfaitement complète et très utile dans ma vie professionnelle. J'ai travaillé dans le secteur de l'énergie chez Engie. J'ai eu beaucoup l'occasion de travailler sur le sujet de tout risque chantier et TRME, beaucoup de problèmes. C'est un sujet extrêmement complexe et la présentation qu'a fait Pierre-Yves, elle est parfaite parce qu'elle repose bien les choses. Elle remet bien les choses en ordre et on va voir que quantité de questions vont se poser. Moi, je voudrais simplement faire part de mon expérience avant de passer aux questions pour dire qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est de préparer très en amont dans un schéma contractuel la mise en place de ces polices tout risque chantier TRME. J'ai vécu, moi, dans mon activité professionnelle, et on a tout le monde en vit, les problèmes de ce qu'on arrive à temps pour mettre en place ces programmes. Parce que tous les projets un peu complexes d'infrastructure sont en général financés. Et les bailleurs de fonds, les banquiers, ils imposent en général ces polices TRME, tout risque montage essai TRME, ils l'imposent, et je dirais, sans vouloir offusquer personne, ils l'imposent sans parfois connaître grand-chose au sujet. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des montages contractuels avec des impositions de mise en place de garanties qui parfois sont difficiles à mettre en place parce qu'elles n'existent pas, elles ne sont pas conformes à ce qu'il est possible de faire, etc. Et c'est très important donc d'être très en amont pour mettre en place ces programmes tout risque chantier. Moi, j'ai vécu des situations extrêmement complexes où on n'était pas en phase, où ça fait des histoires avec les bailleurs de fonds qui ne voulaient plus continuer à assurer, à financer, ou qui mettaient le maître d'ouvrage en défaut. Donc, des bagarres n'ont plus finir avec le directeur financier qui disait « Attends, c'est pas possible, ton programme d'assurance, il ne marche pas. » Donc, j'attire l'attention sur le fait que ça nécessite d'être très en amont, de bien coordonner tout ça avec les financiers, avec les juristes. C'est ça le boulot du risk manager, c'est de coordonner les exigences qui peuvent venir de part et d'autre. Donc,
voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je pense que c'est important parce que Pierre-Yves l'a très bien dit, le schéma dans lequel s'intègrent ces touristes chantiers, c'est un schéma complexe, contractuel et financier. Donc, il faut bien l'anticiper. Voilà, ben alors on va passer aux questions. Comment est-ce qu'on fait? Il y a un certain nombre de questions, on peut les prendre. Est-ce que vous les voyez, Pierre-Yves et Idriss? Alors, on voit Il les y a, questions. il y a une question de Madame Garcia. Voilà. Marie-Paul, merci pour la question. Comment définissez-vous l'amélioration et la modification lorsque la réparation implique une conception différente? Excluez-vous les frais attachés? Alors, merci, c'est une très bonne question. Je ne dis pas ça parce que je suis politicien, quoique, mais comme l'a présenté Pierre-Yves, en fait, la raison d'être de l'assurance, c'est du transfert de risque. On va dire, l'esprit, c'est le risque imprévisible. Dans une problématique de construction, la responsabilité, on va dire, du loueur d'ouvrage, hein, si on reprend les termes du Code civil qui remonte à plusieurs siècles, reste à peu près la même. C'est-à-dire qu'il s'engage vis-à-vis du maître d'ouvrage à délivrer quelque chose qui est conforme au cahier des charges. S'il s'avère que malencontreusement, du fait d'un défaut de conception ou de matière ou de mise en œuvre, il y a un sinistre, le maître d'ouvrage est tout à fait fondé, lui, à être indemnisé. Par contre, dans l'indemnisation, on peut la décliner de différentes manières. Et effectivement, les pratiques de l'assurance, soit il y a une exclusion pure absolue de toutes les parties viciées et des conséquences, y compris des sinistres. C'est exceptionnel, mais ça peut se produire pour des cas de risque qui sont quasi, je ne vais pas dire certains, mais avérés, où il n'y a pas, entre guillemets, de solution assurantielle. Après, on peut effectivement décliner. On va assurer les conséquences de l'erreur de conception de matière ou de mise en œuvre, mais par contre, on va exclure tout ce qui revient en fait aux obligations contractuelles, voire légales, je dirais, de bonne exécution des travaux et de bonne fin. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais c'est un peu l'esprit. L'assurance tout risque chantier, sa vocation première, c'est de protéger le maître d'ouvrage, de protéger aussi l'entreprise et le constructeur. Par contre, il y a des solutions qui portent sur, je dirais, du risque d'entreprise spécifique avec des notions de caution de bonne exécution des travaux, de caution de bonne fin. Ce sont des produits donc, qui sont complémentaires à la tout risque chantier. Mais la tout risque chantier ou la tout risque montage essai n'a pas vocation intrinsèquement à se substituer à ces garanties qui soient des garanties bancaires ou assurantielles. Voilà, j'espère avoir répondu. Je ne sais pas si Pierre-Yves, tu souhaitais compléter. Non, tu as parfaitement défini ce qui est visé à travers les frais d'amélioration. Alors, j'ai une autre question de Séverine Desrouault sur le chiffrage des dommages des travaux de réparation souvent réclamés en prix de vente pour les entreprises du chantier. Quid de la marge réalisée par les entreprises, y compris les sous-traitants? Et quelles sont les règles applicables? Je pense qu'encore une fois, on peut revenir au principe indemnitaire tel qu'on l'a décliné tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le calcul de l'assiette de prime et dans le montant de l'opération, on prend en compte le coût de la construction sur la base des montants des marchés tels qu'ils sont passés au moment de l'opération, avec éventuellement des mécanismes de révision des prix, le cas échéant quand c'est prévu au contrat, et ce mécanisme de régularisation en fin de chantier. Donc sur l'aspect marge des entreprises, je dirais qu'elle est intégrée au départ dans l'assiette, dans le calcul de la somme assurée. Donc quand on indemnise les coûts de reconstruction,
on a vocation, a priori, à l'intégrer dans le calcul de l'indemnité. Je ne sais pas si c'était l'objet de la question sur cet aspect indemnitaire, mais voilà ce qu'on peut dire de façon générale. Alors, il y a une autre question de Madame Christelle Maury. Elle voudrait revenir sur 2 points. Sur les intérêts de souscrire une TRC-TRME pour l'entreprise et le MOA tout particulièrement en cas d'impossibilité de reprendre l'ouvrage. Et le deuxième point, la notion de tiers pour la garantie RC au contrat TRC. Alors, je reprends le premier point peut-être. L'intérêt de souscrire une TRC-TRME pour l'entreprise et le MOA tout particulièrement en cas d'impossibilité de reprendre l'ouvrage. Alors, je vais peut-être déjà répondre. Le premier, alors il y a plusieurs questions, effectivement, c'est très riche. Donc, l'intérêt pour l'entreprise d'être couverte, c'est qu'on l'a vu, c'est qu'elle garde la responsabilité et la propriété parfois du bien. Alors là c'est assez complexe parce qu'il faudrait entrer dans le détail du contrat qui est passé entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. Parce que très souvent, les contrats spécifient de manière très claire 2 choses, le transfert de propriété d'une part et le transfert de risque, de responsabilité d'autre part. En fonction de ça, mais très souvent la pratique, et on l'a vu dans le Code civil par exemple, l'entreprise, dès lors que c'est elle qui fournit la matière, garde la responsabilité du bien jusqu'à la réception finale. Donc, s'il s'avérait qu'il y avait un sinistre, quelle que soit la responsabilité, la charge financière de remettre le bien en l'état et d'honorer son obligation contractuelle reste la même, sauf avoir, bien entendu, des cas éventuels de force majeure qui seraient spécifiés dans le contrat qui la lie au maître d'ouvrage. Donc, tant que l'ouvrage n'est pas réceptionné, elle en garde la responsabilité. Donc, s'il y a un dommage, si elle n'est pas assurée, c'est-à-dire que c'est elle-même qui va supporter la charge de réparation du bien, de l'ouvrage. Ça, c'est le premier volet. Les questions de responsabilité civile, on a vu que la garantie responsabilité civile maître d'ouvrage ou la responsabilité civile chantier ou travaux, telle qu'elle est intégrée dans une police tout risque chantier, je ne vais pas dire que c'est une garantie subsidiaire, mais la vocation première, c'est la garantie tout risque chantier. La pratique a montré l'intérêt pour le maître d'ouvrage de souscrire un volet responsabilité civile, avec soit en qualité d'assuré exclusif, soit en l'étendant à l'ensemble des intervenants du chantier. C'est un sujet vaste et complexe. Je pense qu'on ne pourra pas apporter une réponse claire, concise à une question de cette nature. J'en suis un peu désolé parce qu'on a énormément de cas de figure et en plus, on va rentrer très rapidement dans des, je ne vais pas dire des subtilités, mais tout ce qui est l'aspect législatif. Parce que la touriste chantier, la touriste montage essai n'est pas une assurance obligatoire dans l'immense majorité des pays dans le monde. Par contre, tout ce qui régit les responsabilités, là, c'est même plus d'ailleurs le code des assurances en France, c'est le code civil. Donc, là, on atteint les limites, en tout cas mes limites personnelles de je ne suis pas juriste, et c'est un champ très, très vaste. Et pour illustrer notamment cet aspect, effectivement, quand on définit la liste des assurés au titre de la section responsabilité civile du contrat, sont par définition tiers au contrat l'ensemble des parties qui n'ont pas la qualité d'assuré. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est-à-dire que implicitement, quand on définit en qualité d'assuré le maître d'ouvrage exclusivement, par cette définition, implicitement, les intervenants au chantier ont le statut de tiers vis-à-vis de cette garantie responsabilité civile. C'est-à-dire qu'en théorie, en cas de sinistre, ils pourraient être fondés à réclamer, à exercer des recours contre le maître d'ouvrage pour leurs propres dommages. Donc, on arrive effectivement très rapidement à des aspects de schéma de recours assez complexes, en fonction bien évidemment
de la façon dont les marchés sont passés avec les renonciations à recours éventuel ou pas. Mais c'est effectivement une question pertinente parce que selon les schémas en place, on peut très vite arriver à des complexités juridiques, légales et contractuelles. Alors, il y a une petite dernière question de Zied Kamoun qui souhaitait savoir si les voisins sont considérés, à quel moment les voisins sont considérés tiers ou pas, et s'ils ne sont pas considérés comme tiers, à partir de quel moment il faut étendre la garantie aux dommages aux biens avoisinants. Alors, je pense qu'on peut revenir effectivement 2 minutes sur la distinction entre les biens avoisinants et les biens existants, parce que c'est effectivement une question un peu essentielle et qui revient souvent. Ce qu'on appelle biens existants au titre d'un contrat TRC, ce sont les biens appartenant au maître d'ouvrage qui se situent sur le chantier avant le démarrage des travaux. Donc, c'est des biens sur lesquels ou à côté desquels on va venir faire des travaux, mais qui sont bien la propriété du maître d'ouvrage. À l'inverse des avoisinants, qui sont également des biens à côté desquels ou sur lesquels on peut venir faire des travaux, mais qui n'appartiennent pas au maître d'ouvrage. Et à ce moment-là, on passe effectivement sur la notion de tiers, puisque le propriétaire de ces biens n'est pas visé au contrat tout risque chantier, tout risque montage essai, donc il est bien un tiers vis-à-vis de ce contrat. Et donc, les dommages qui pourraient être causés à ces avoisinants, bien définis en tant qu'avoisinants, relèvent non plus de la garantie dommages aux existants du contrat TRC, mais de la garantie responsabilité civile du contrat TRC. Et cette distinction, elle est effectivement très importante, parce que dans certains cas, ce n'est pas forcément évident au démarrage de l'opération. Et on peut avoir des cas un peu hybrides dans lesquels, je pense notamment à des grands projets d'infrastructure ou de travaux publics, on peut avoir des cas dans lesquels le maître d'ouvrage a sous sa garde ou sous sa responsabilité des ouvrages qui, au sens strict, seraient des avoisinants. Voilà, on rentre effectivement un peu dans les méandres de la garantie, mais voilà pour poser la distinction existant-avoisinant. Effectivement, juste pour compléter, effectivement, les existants, c'est une garantie de dommages. Alors, les biens assurés stricto sensus par une tout risque chantier, tout risque montage essai, ce sont les biens qui sont inclus dans le montant des travaux. Là, les existants, on déroge un peu, et d'ailleurs on déroge aussi au principe indemnitaire parce que c'est un peu une garantie au premier risque, pour une garantie dommage. Alors qu'effectivement, les avoisinants, eux, sont l'objet d'une garantie via le biais du volet responsabilité civile de la police. Grand succès, beaucoup de questions. Madame, on peut continuer encore 5 minutes, je pense. Très rapidement, grâce à Moicon qui demande s'il y a des cas où il n'est pas nécessaire de souscrire à l'erreur de conception. Alors, en tant qu'assureur, on n'est pas prescripteur, en fait. Donc, c'est effectivement un choix du maître d'ouvrage et de son conseil, qui est le courtier. Savoir quel est le degré de confiance, parce que notre métier, c'est ça, de confiance que l'on peut accorder raisonnablement aux entreprises, aux fournisseurs, sachant qu'on est, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un monde en pleine évolution et que les équipements évoluent, les méthodes de construction évoluent. Souscrire cette garantie pour le maître d'ouvrage, qui n'est pas anodine, hein, parce que parfois, il n'est pas possible de la donner pour des raisons qu'on a évoquées. Quand on a affaire, par exemple, à une innovation pour laquelle on n'a pas d'éléments de… Nous, notre responsabilité d'assureur, c'est d'accepter le risque qui nous est cédé, mais ça implique qu'on soit capable de le quantifier et de l'estimer et de l'évaluer. Parfois, ce n'est pas le cas.
Mais en tout cas, donc, s'il y a un risque avéré ou en tout cas perçu par le maître d'ouvrage, en tout cas, il est tout à fait légitime à la demander. Maintenant, si on parle d'une technologie qui est éprouvée avec un constructeur qui a une très grande expérience, des fournisseurs qui sont aussi des fournisseurs de premier rang, elle peut ne pas être indispensable. Et d'ailleurs, elle n'est pas souscrite systématiquement. Voilà, je pense que… J'avais vu une autre question de Madame Maury, je crois, portant sur les frais d'accélération. Effectivement, c'est souvent une sous-limite que l'on rajoute quand on a un sinistre. On a vu les implications en termes de coûts ou de délais. Très souvent, le maître d'ouvrage a fait un investissement important et même s'il n'a pas souscrit de perte d'exploitation anticipée, il est fondé à ce que les travaux de réparation soient les plus rapides possibles. Et donc, ça engendre des surcoûts, que ce soit par exemple du transport aérien au lieu d'un transport terrestre, ou le fait de travailler, de faire des heures supplémentaires sur le chantier. Et très souvent, les polices TRC ou TRME prévoient des sous-limites qui couvrent ces coûts additionnels. Voilà, donc j'espère en tout cas avoir répondu à cette question. D'autres questions? Un complément de question de Grâce à Moicon qui demandait, en rapport à la souscription à l'erreur de conception, quelle serait la meilleure clause? La LEG3 serait la plus complète et à combien peut-on estimer le coût de cette garantie? C'est une question qui n'est pas évidente parce que… Est-ce qu'il faut rappeler les différents niveaux de legs? Alors, les legs, déjà, oui, je vais… Donc, c'est le London Engineering Group. En fait, c'est un groupe d'assureurs de courtiers sur le marché de Londres qui s'est mis d'accord justement sur une terminologie pour définir ce qu'on appelait en français les 3 F. Donc, d'ailleurs, en français, c'était plutôt de l'anglais. Les erreurs de conception, de matière et de mise en œuvre ou de montage, de fabrication. Donc, tout dépend de l'équipement et tout dépend du poids de l'équipement. Il faut savoir que on touche là à un sujet qui est particulier, qui est le degré de maturité d'un équipement, par exemple, et la possibilité ou pas d'exercer des recours. Parce que quand on rentre dans ces garanties-là, c'est un risque avéré pour le maître d'ouvrage, mais l'entreprise à laquelle il a fait appel pour ses travaux est censée maîtriser son métier et sa prestation, même si elle-même peut être légitimement faire face à ce type de problématique, une qualité de matière qui n'est pas conforme, des tests qui ont été défaillants. Donc, de bonne foi, effectivement, tout le monde peut être exposé à ces risques. Le coût maintenant, il n'est pas anodin. Les taux en assurance tout risque chantier, tout risque montage essai, on parle en pour 1000, donc c'est quelques millièmes de la somme du montant total des travaux. On calcule, donc le mode de calcul d'une prime en assurance, ce n'est pas un taux qu'on va multiplier, enfin une assiette, donc le montant des travaux, on multiplie ça par un taux. Non, nous, notre approche, c'est qu'on va estimer une prime de risque, en fait. On va dire, pour cette typologie de travaux, voilà quel est le montant présumé d'un sinistre. Ce montant-là, ça va être notre prime technique et on va le charger avec nos coûts de structure, avec différents éléments. Et on va arriver à une prime donc on est en mesure de proposer. Et le taux, c'est la division de cette prime par le montant total, par l'assiette, qui est le montant des travaux. Et ce taux-là, quand on va proposer, par exemple, cette erreur de conception, on peut s'attendre légitimement à avoir une différence de taux de l'ordre de… Alors, c'est une fourchette très large. Ça va aller de 5 à 25%, quand on peut le faire. Et il peut y avoir aussi des sous-limites qu'on va attacher à cette erreur de conception. C'est-à-dire qu'on va dire, on accepte une partie de ce risque qui est plus ou moins un risque d'entreprise finalement, parce qu'il y a des règles d'assurance qualité qui normalement sont là pour éviter qu'il y ait des erreurs et que ce qu'on livre soit conforme. On essaie d'éviter que les ponts ne s'effondrent, que les immeubles ne s'écroulent, etc. Donc, on peut dire très bien, on va prendre en partie
en charge ce risque-là, mais par contre, on va le sous-limiter. Vous avez un montant de travaux on va dire 50 millions, ben, on va accepter jusqu'à une hauteur de 10 millions les conséquences d'une erreur de conception de matière ou de mise en œuvre. Mais là encore, là, c'est vraiment du domaine contractuel. Comme on l'a dit, la tourisme chantier, tourisme montage essai, dans l'immense majorité des pays, n'est pas une profession, enfin, n'est pas une activité obligatoire, ce n'est pas une assurance obligatoire, même si dans beaucoup de pays, les textes d'assurance doivent être déposés chez le régulateur. Donc, on n'a pas forcément une marge de négociation énorme. Mais en tout cas, en France et dans beaucoup de pays, c'est du contractuel. Donc là, par définition, tout peut se négocier. On a le temps encore pour une question, je ne sais pas. Oui. Zied Kamoun qui demande quelle est l'étendue de la garantie maintenance? Est-ce que tous les risques couverts en période du chantier sont étendus en période de maintenance ou cette couverture est limitée? Car des fois, nous précisons la garantie maintenance étendue. Alors, on peut oui, déjà revenir effectivement sur les différents types de garantie maintenance de façon classique. On distingue trois types de garanties à ce niveau-là qu'on appelle visite étendue ou constructeur dans le jargon. Le premier niveau de garantie, si on peut s'exprimer ainsi, c'est la maintenance visite, dont l'objet est de garantir les dommages causés à l'ouvrage qui a été construit et mis en service quand les intervenants reviennent sur site pour la levée de réserve notamment. C'est-à-dire qu'à cette occasion, il peut y avoir des incidents et donc l'objet de cette maintenance visite, c'est de couvrir exclusivement ces incidents lorsque les entrepreneurs reviennent. On a le niveau suivant qui est la maintenance étendue. Donc, elle inclut la maintenance visite, plus les sinistres qui interviendraient pendant cette durée de garantie maintenance, pendant cette période de garantie maintenance, mais qui auraient pour origine un événement survenu sur le chantier pendant la durée des travaux. Donc, typiquement, une erreur de montage dont la conséquence se manifeste après la réception serait prise en charge au titre de cette garantie maintenance étendue. Et on a le troisième niveau donc, qui est la maintenance, ce qu'on appelle la maintenance constructeur, qui englobe donc, les deux niveaux précédents. Et en complément, en fait, elle est souvent rédigée comme ça. On dit qu'on couvre les sinistres ayant pour origine une cause antérieure à la réception, donc c'est-à-dire implicitement qu'on va y inclure notamment les défauts de matière et les défauts de conception, encore une fois, qui se manifestent pendant la période de garantie maintenance. Donc voilà un petit peu les trois niveaux de garantie classiquement attachés à cette période de maintenance. Merci. Je pense que ce qu'on peut rajouter en complément, c'est que cette garantie maintenance, en fait, elle est destinée à protéger le maître d'ouvrage parce qu'on a évoqué, donc, elle porte sur la période qui est après la réception du chantier. Donc, par définition, la tout risque chantier n'est plus en vigueur. Le bien a été accepté par le maître d'ouvrage avec une liste de réserve, c'est-à-dire qu'il y a une obligation, souvent légale d'ailleurs, contractuelle ou légale de bonne fin et de bonne exécution des travaux. Et au titre de cette obligation, les constructeurs, les fournisseurs sont amenés à revenir sur le site, soit pour mettre les biens en conformité avec le contrat. Et en venant, ils peuvent occasionner des dommages à l'ouvrage, soit du fait de leur présence, typiquement, je sais pas, on fait tomber une clé à molette sur une turbine et ça peut avoir des conséquences importantes, soit effectivement pour corriger des défauts qui auraient eu leur origine pendant le chantier, voire en fabrication. Cette garantie-là peut être donnée par l'assureur, mais on voit bien qu'elle vient, en fait, elle vient se substituer à une éventuelle incapacité des entreprises de travaux à honorer leurs obligations contractuelles et légales. Ça peut se produire, une faillite, une défaillance. Et
La vocation est donc de protéger le maître d'ouvrage. Et souvent, on peut donner ces garanties, le cas échéant, avec une possibilité là de recours contre les intervenants, ce qui n'est pas le cas de la tour-risque chantier. Parce que l'assureur vient se substituer à l'entreprise de travaux et à son assureur en responsabilité civile. Parce que typiquement, ces garanties, normalement, sont assumées par les entreprises qui interviennent dans l'axe de construire et ou par leurs assureurs. Mais il peut y avoir des défaillances en termes des défaillances ou tout simplement parce que les garanties qu'un sous-traitant, par exemple, peut obtenir en termes d'engagement de responsabilité sont très faibles au regard du risque avéré. Voilà ce que je voulais compléter. Et une toute dernière question, vu l'heure. Une question de Laila Seydi, pardon. Est-ce que la RC est incluse automatiquement dans la garantie TRC ou bien c'est une garantie optionnelle moyennant une surprime? Alors oui, c'est une garantie optionnelle moyennant surprime. Effectivement, c'est absolument pas une garantie obligatoire dans le cadre de la souscription d'un contrat de TRC ou TRME. Il y a beaucoup de contrats sur lesquels il n'y a pas de volet RC. Et donc, bien évidemment, quand elle est souscrite, il y a une prime additionnelle qui y est attachée. Est-ce qu'on peut compléter? Non, c'est très. Pour moi, c'est effectivement. Je n'ai rien de plus pertinent à ajouter. Donc. Eh bien, écoutez, je crois que à nouveau les applaudissements crépitent parce que quand on a dit que c'était la présentation de Pierre-Yves était complète, elle a encore été complétée et je crois qu'on pourrait passer encore des heures. Parce que de mon expérience passée, c'est un vrai sujet extrêmement intéressant, compliqué, qui nécessite toujours de revenir sur l'ouvrage parce qu'on a toujours un point et un autre et encore un. Et donc là, on est vraiment content de voir que tous les participants qui ont suivi cette présentation sont restés parce qu'on a été nombreux et longtemps. Les participants sont restés et longtemps. Donc, je pense que c'est un vrai succès. Merci encore. Moi, je voudrais faire juste un lien encore de mon expérience pour dire que TRC, TRME, c'est un ouvrage en construction. Quand on est maître d'ouvrage, on a cette phase-là de construction avec les problèmes des entreprises constructeurs. Et puis, on se projette sur l'intégration de l'ouvrage dans un ensemble industriel, par exemple, ou dans un ensemble de biens. Et donc, on a besoin à la fois de se dire, je construis et ensuite j'intégrerai dans mon parc ou dans mon usine, si c'est une partie d'une installation industrielle. Et donc, moi, de mon expérience, j'ai toujours eu besoin de faire le lien entre ce que je mets en place dans cette police et ce qui sera ensuite dans la police dommage qui va intégrer ce bien. Et le lien, moi, je le fais en prévention. Je le fais en prévention et ça, je pense que tant Idriss que Pierre-Yves, ils comprennent bien. Et en particulier chez HDI, il y a des gens préventeurs qui sont vraiment utiles pour réfléchir à ce qui va être bien dans la phase construction et dans la phase assurance dommage des biens. Et souvent, on le prend un peu en retard ou à l'envers. On se dit, tiens, c'est dommage, si on avait construit avec ça, on aurait eu des garanties améliorées dans la phase dommage. Donc, en fait, c'est utile de réfléchir à ça en termes d'intégration d'un ouvrage dans un ensemble complet quand on est maître d'ouvrage, ce qui a été mon cas chez Engie pendant de nombreuses années. Mais voilà, donc et cette prévention, encore une fois, c'est ça l'approche du risk manager, c'est de regarder globalement l'ensemble des sujets et d'intégrer les différentes phases. Et la prévention, c'est quand même ça le cœur de la gestion des risques. C'est le cœur de la gestion des risques. Donc, encore une fois, merci infiniment. Preuve en est qu'il y a plein de sujets à traiter. L'idée, c'est ça, c'est que le club favorise ces rencontres, favorise ces échanges. Merci à HDI, merci à Pierre-Yves et à Idriss pour cette excellente présentation. Suivez-nous. Merci à Viviane qui, je le rappelle, déléguée générale et a suivi et a envoyé les questions. Suivez le club.
Évidemment, les présentations sont disponibles en allant sur le site du club. Donc, pas mal de participants ont demandé si c'était possible de les avoir. Donc, il n'y a pas de problème. Contactez-nous et puis à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée, comme on dit. Voilà. Merci. Et c'est maintenant qu'on dit fort. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.